Red Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. L'Exode, le plus grand mouvement de population de l'histoire de Materwan. Un monde de plus en plus soumis à une dictature militaire qui n'ose pas encore se reconnaître. Sur la planète, on trouve le mouvement des mutualistes et les partisans de l'ex-princesse déchue en guerre secrète avec le gouvernement et ses services secrets, dirigés par Pophéus et son âme damnée, le lieutenant Ralato. Parmi les exodés sont réunis de nombreux héros de la révolution Castix. Benkana, Jeff Hill, Feelgood, mais également la princesse Azala ou le général Décembre et le politicien Junta, des hommes et femmes d'horizons politiques différents unis par le frêle besoin d'aboutir ensemble sur la planète Antares 4 à 3 années-lumière de voyage. Les périples attendent des deux extrémités de cette humanité déchirée. Sur Materwan, escarmouches et arrestations se succèdent, mais les mutualistes semblent reprendre l'avantage sur le terrain en enlevant le lieutenant Ralato. Sur l'Exode, les raids de pirates ont déjà coûté leur lot de victimes, et les intrigues politiques pour prendre le pouvoir avant l'arrivée se trament déjà. Vegas 4. Une planète solitaire. L'astre trônait majestueusement au milieu de l'immensité galactique, captant par ses spécificités l'attention de tout voyageur un peu soucieux de plastique planétaire. Il défiait de nombreuses règles de l'astrophysique et présentait un aspect à la limite du grotesque, mais son surnom le plus commun parmi les marins de l'espace était la Station Essence. La première de ses caractéristiques était l'absence totale de soleil. Vegas 4 était une planète dérivante, exclue il y a quelques millions d'années de l'attraction d'un astre dont elle avait participé indirectement à la formation en tant que spectatrice. Peut-être le soleil en question avait-il prématurément perdu sa gravitation, libérant ses planètes en orbite. Encore que ce scénario ne soit plausible que dans le cas d'un trou noir, où Vegas 4 aurait eu très peu de chances de survie. Bref, d'ores et déjà, une énigme. Seconde particularité, sa forme. Si une planète est très souvent arrondie, c'est dû aux lois universelles de la gravité, attirant à force égale tout ce qui se trouve à une distance proche, relativement, de sa zone d'influence. Cela explique qu'une lune soit attirée par la planète autour de laquelle elle gravite, mais la distance et sa vitesse l'empêchent de s'écraser dessus. Une comète peut infléchir sa direction si elle passe à quelques heures-lumière d'un soleil. La vitesse ici l'empêche également de s'écraser dedans. Mais un astéroïde passant assez près s'y précipitera et restera attiré par le centre ferreux de magma au cœur de la planète, quel que soit l'endroit où il tombera, devenant pour les autochtones une catastrophe planétaire inconnue de plus. La gravité étant une force omnidirectionnelle, elle agit en tout lieu, enfin presque tout lieu depuis que l'on connaît Vegas 4. Cette planète est une protubérance aberrante. Elle est composée de plusieurs astres gazeux de plus petit diamètre qui se seraient amalgamés au fur et à mesure de son histoire dans une sorte d'orgie astrale obscène. Obscène ? Oui, car dans l'espace, tout bouge et fusionne ou s'éteint un jour ou l'autre. Cela n'est qu'une simple question de temps. Les immenses formations nuageuses pouponnières d'étoiles se mélangent. Les galaxies fusionnent. Les systèmes solaires se rentrent dedans et partagent leur gravité alors que leur soleil s'autophagocyte. Et bien sûr, les grosses planètes attirent régulièrement tout ce qui passe, des astéroïdes géants aux poussières spatiales. Sur Vegas 4, l'incompréhensible se poursuit depuis des millénaires. Les planètes gazeuses sont amalgamées, mais elles ne fusionnent pas, ni de leur atmosphère, composée d'ailleurs de mélanges plutôt différents, ni de leur noyau, dont 2 au moins sont liquides d'après les analyses. Pourtant, les sondes envoyées à l'intérieur de cette étrange formation émettaient jusqu'à la fin des données identiques. Pression élevée, densité fluctuante, réactions chimiques en tout genre permanentes, décharge de potentiel récurrente, appelons ça des éclairs pour faire simple, et un début d'activité nucléaire. Alors oui, il valait mieux ne pas pénétrer dans cette marmite.
Et oui, la planète produisait sa propre lumière. Oh certes, pas un soleil, mais une luminosité réelle, qui, hors de toute étoile proche, se révélait un havre apaisant, loin de l'obscurité glacée du vide. J'ai oublié de vous parler de la meilleure partie, ces 4 anneaux. On peut même dire que son surnom vient de là, car certaines mauvaises langues prétendent que tout cet ensemble a été artificiellement conçu dans le seul but d'obtenir ces anneaux. Au nombre de 4 donc, ils sont dans 4 plans différents d'elliptique, c'est-à-dire que la planète est entourée de ces 4 anneaux gros et scintillants en horizontal, en vertical et en diagonale. Encore un nouveau mystère pour Vegas 4. Leur composition est remarquable, 80% de lithium, 15% de diamant, 5% de glace d'eau pure. On suppose que c'est le résultat de la fusion étrange des astres et leur composition. Et on se met alors de parler de magie universelle, cette planète devenant un lieu de ravitaillement en lithium très pur qui ne nécessite quasiment pas de raffinage, en diamant, un matériau très important pour la fabrication ou la réparation des compresseurs dimensionnels, et enfin de l'eau pure nécessaire à la survie. Une bien belle station essence en effet, où les vaisseaux en voyage pouvaient se ravitailler gratuitement. La zone avait été inscrite comme protégée non commerciale, cela évitant d'encombrer l'espace proche de Vegas 4 de vaisseaux publicitaires, d'émetteurs de communication 3D ou de vendeurs de matériel de contrebande. Et depuis 2 jours, on pouvait y trouver 2 vaisseaux transporteurs de l'Exode. Le numéro 1, dirigé énergiquement par le général Décembre, et le numéro 4, commandé par le politicien Junta, maître dans l'art de la négociation politique. Le hasard n'étant pas de leur monde à eux, c'était sur Red Universe, la plus grande saga galactique, jamais racontée au podcast. Chapitre 6, Écho. Deuxième partie. En orbite autour de l'étrange planète Vegas 4, aux 4 anneaux pourvoyeurs de matière indispensable au voyage dans l'espace, 2 transporteurs de l'Exode, dirigés par le général Décembre et le politicien Junta, font escale pour améliorer leur ravitaillement. Le vaisseau avançait à bonne vitesse vers un des anneaux diagonaux sur bâbord. L'ex-croiseur pirate était équipé d'un ancien convertisseur de lithium encore robuste et parfaitement capable de remplir son office, permettant de pomper une part significative de combustible. Autour de lui volaient un chasseur lourd et 2 chasseurs légers en formation, lui servant de garde rapprochée mais pas seulement. Le croiseur pouvait très bien se passer d'ange gardien. La zone était généralement sûre, une sorte de tradition d'accalmie pour les marins de l'espace, où la neutralité de chacun était respectée, et il était quand même suffisamment armé pour faire face à une petite flotte. Le politicien Junta, commandant du transporteur numéro 4, admirait sur l'écran de contrôle central Vegas 4 dans son intégrité. La planète était difforme, certes, mais avec une certaine profondeur au niveau des couleurs, tel un tableau de maître surréaliste où des billes d'agate de différentes teintes seraient imbriquées les unes dans les autres, une lueur irradiant de l'intérieur. Ajoutez à cela des multiples anneaux brillants et clignotants, et le maître surréaliste aurait pu vendre son tableau une petite fortune aux amateurs de visions étranges et futuristes. D'ailleurs, il lui semble que cela a déjà été fait il y a quelques années. Regardez cela, Junta. Les écrans secondaires montraient le chasseur lourd effectuant une pirouette suivie d'un looping serré avant de se retrouver dans sa position initiale. Junta soupira. Le général Décembre était un enfant trop gâté. Il lui manquait les sensations de vol que l'on a dans ses chasseurs, et il avait profité de la petite sortie pour se dégourdir les ailes. Décembre, Junta. Je vous laisse poursuivre la visite du vaisseau. Vous serez sur la zone d'extraction d'ici 20 minutes. Je veux en profiter pour pousser un peu mes moteurs. Nous nous retrouverons là-bas. Avec plaisir, général. Amusez-vous bien. Et Décembre mit les gaz, partant avec son copilote en direction des anneaux pour certainement une petite virée pleine d'acrobatie. Junta tourna des talons et sortit du centre de commande.
Les couloirs avaient été repeints, les tags ou symboles rayés ou frottés, le moindre signe du passé pirate de ce croiseur avait été tronqué ou effacé, et on l'avait même rebaptisé Reine Marga en souvenir d'une ancienne souveraine de Materwan. Déjà en soi, ce nouveau nom en référence à l'ancienne royauté absolue, balayée par la révolution Castix, était tout un symbole. Junta fronça les sourcils. Descambre était trop volubile, à la limite de l'impulsif. Il risquait de poser plus de problèmes à résoudre que de solutions. Montant un escalier en métal, le politicien ouvrit le sas de protection pour l'alcôve d'observation, une sorte de bulle placée au-dessus des radars et destinée aux accostages sous transition. Seule la vue optique fonctionne à peu près dans ces moments-là, les radars étant trop brouillés par les interférences. L'ouverture du dôme se déroula en douceur, tel un engrenage bien huilé, et Junta se retrouva comme debout au milieu du vide. Étrange sensation de solitude et de modestie devant la puissance et l'immensité de l'univers. Vraiment, Vegas 4 lui plaisait de plus en plus. À chaque regard, elle semblait dévoiler à ses yeux un peu moins de pudeur. Il y avait de la grâce dans ses anneaux, et son côté boursouflé mais nuancé de couleurs et de lumière lui faisait penser à une opération chirurgicale destinée à assurer de belles formes. Au loin, vers tribord, il voyait les traînées laissées par Descambre au milieu des morceaux de glace et des blocs de lithium ou de diamant, entre lesquels il ondulait tel un enfant jouant dans l'eau. À l'arrière, on pouvait nettement apercevoir les deux transporteurs géants. Ces masses de métal de millions de tonnes encore imposantes malgré la distance et destinées à emporter tant d'âmes vers un futur meilleur. Quelle ironie! Lui qui avait tourné si souvent sa veste pour se placer du bon côté venait de choisir l'exil. Il n'était pas certain de son choix, mais il pressentait que quelque chose de grave allait advenir à Materwan et que l'inconfort tout relatif de son poste et sa fonction ici valait mieux à long terme qu'une situation de haut responsable sur la planète mère. L'avenir dira qui avait raison. Et enfin, presque au-dessus de lui, alors qu'on pouvait voir les constellations du Globos et de Vatine, reconnaissables par leur forme de casserole, apparaissaient les sombres nuages rouges annonciateurs de la passe de Magellan. Souvent utilisée lors des voyages spatiaux, plutôt risqués par la présence de pirates et les interférences multiples, la passe est une sorte de faille dimensionnelle naturelle. Elle reproduisait en quelque sorte ce que l'on obtenait avec un compresseur. D'ailleurs, elle avait quelque peu inspiré les recherches sur cette technologie en en démontrant les possibilités infinies. Mais comparer la transition au phénomène se déroulant dans la passe revenait à mettre à côté d'un éléphant des plaines une croix à souris des étangs. La passe était une puissance emportant à des milliards d'années-lumière en quelques minutes, ce qu'aucune transition ne saurait faire. Et enfin, une fois dedans, le temps disparaissait, au sens propre. Dans la passe, la notion même de temps n'existait pas, et l'on pouvait parfois y avoir de mauvaises surprises. Un ray d'univers. À suivre. Un ray d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. Troisième partie.
ravitaillement devant l'étrange planète Vegas 4, 2 transporteurs de l'Exode stationnent pour refaire leur approvisionnement. Mais ce n'est qu'une feinte destinée au général Décembre et au politicien Junta pour se réunir sans témoin. Pendant que Junta met en place l'extraction du lithium, Décembre pratique un peu de vol acrobatique dans les anneaux de Vegas 4. Décembre jouait à se faire peur et à donner une leçon de pilotage acrobatique à son copilote à l'arrière du cockpit dans le chasseur lourd. C'était mieux qu'un exercice en centrifugeuse, non? Tournant autour des astéroïdes et autres blocs de glace évoluant lentement sur un air de valse sans musique, Décembre enclenchait turbopropulseur et contre-poussé aussi aisément que s'il jouait à une console de jeu. Le futur général était arrivé premier au concours des pilotes officiers durant sa jeunesse militaire. Et justement, déjà un officier plein de promesses, il n'avait cessé de monter les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'au poste de général. Mais la révolution castique s'était passée par là. Virage serré à gauche, cambrage à droite, rétrofusée à fond et voilà notre oiseau planant lentement au-dessus d'une bien grosse étoile en diamant pur. Décembre admirait le reflet de son chasseur dont les lignes s'entremêlaient avec celles de tous les objets flottants aux alentours. Un ensemble céleste parmi les autres en quelque sorte. Il s'accorda un instant de pause. Général, un écho mobile à 17h. Distance 5.8. Ah ah, hurla Décembre dans une poussée d'excitation. Peut-être une petite chasse au trésor s'annonçait-elle? Allons-y, mon garçon. Activez toutes les mesures. Nous partons en chasse de votre écho mystérieux. Poussant alors les turbines à fond, Décembre décrocha son appareil de la surface du diamant géant et fonça vers la direction indiquée par son copilote. Ça se déplace vite, mon général. Je vous connecte le radar avant. Et sur la visière de l'officier supérieur s'afficha un plan en perspective cavalière de la scène. L'écho progressant vite, il allait devoir couper au travers d'un autre anneau pour rattraper son fuyard, probablement un satellite récolteur, une activité sur la frange de la légalité, Vegas 4 étant une zone théoriquement protégée sous protocole galactique. Rien de bien gros comme gibier. Le chasseur lourd sortit du champ de glace de l'anneau central, se dirigeant vers celui en diagonale le plus proche. Durant la guerre révolutionnaire, le choix du général n'avait pas été simple. Au début, il avait combattu vaillamment sabre au clair, donnant sans hésiter de sa propre personne lors des attaques de convois armés ennemis ou des bombardements en plein assaut. Mais ce faisant, il s'était rendu compte qu'en face, il n'avait quasiment rien comme appareil de guerre. Certes, un armement ennemi au sol donnait du fil à retordre, mais en quoi des hommes et des femmes avec si peu de moyens risquaient d'abattre la royauté ? Oui, il avait vu horrifié des femmes se battre avec leurs fils ou leurs maris. Cela l'avait profondément troublé. Décembre était un soldat, pas un bourreau. Et pourtant, il fut le premier des commandants de flotte à recevoir l'ordre du Telex demandant le bombardement stratosphérique de régions entières de Materwan. Cela aurait été un massacre, ainsi également qu'un carnage dans les rangs des soldats alliés au sol. Il avait alors laissé parler ses impulsions et déchiré en miettes le Telex, demandant au contraire à sa flotte de s'éloigner de la planète. C'était une période charnière dans l'histoire, et il devait choisir selon son camp, mais également ses opinions. Le chasseur lourd entrait dans la seconde formation d'anneaux de Vegas 4. Circonvolant entre les blocs, Décembre ne lâchait pas la commande de pousser, entraînant son appareil au plus proche des glaces et des rochers éparses, emplissant tout l'air visuel.
Mais le radar à l'œil, il savait parfaitement ce qu'il faisait, et 1 minute avant la rencontre, le copilote entendit dans son casque. Branchez les défenses et armez les missiles à moyenne et longue portée. Un dernier cambrage, et Décembre sortit comme une trombe de derrière les derniers énormes blocs de glace. Face à rien, envolé. Un rapide check-up des radars indiquait que l'objet avait 1 seconde ou 2 avant l'arrivée du chasseur lourd plongé dans l'anneau, et depuis, aucune trace. Il était probablement en train de se laisser dériver à la surface d'un des astéroïdes, se camouflant parmi les multiples échos d'objets en évolution constante. Décembre grogna dans sa moustache. Il aurait aimé l'attendre, mais l'heure du rendez-vous avec Junta approchait et ils allaient devoir aborder des choses autrement plus sérieuses. De plus, il avait gaspillé déjà assez de lithium pour un simple satellite récolteur. Un raid d'univers. À suivre. Un raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. 4e partie. Sur les anneaux de Vegas 4, une planète regorgeant de matières premières indispensables aux voyages interdimensionnels, les transporteurs du politicien Junta et du général Décembre se réapprovisionnent. Et tandis que le politicien supervise le travail, le militaire s'amuse à chasser les satellites illégaux entre les astéroïdes. Le chasseur lourd s'amarra par-dessous le croiseur. Celui-ci était sur la zone d'extraction prévue, en train d'engloutir des blocs de lithium pour les réchauffer et les raffiner. On avait même exceptionnellement rajouté des cuves externes pour profiter de l'occasion. Un petit cadeau aux autres commandes d'Exode destiné à faire passer la pilule de ce contretemps. Le général grimpait l'échelle du conduit plastifié le conduisant au sas. Sur sa droite, il pouvait discerner des mineurs en tenue de scaphandre extérieur, fixés sur les pierres géantes de lithium solidifiées, pour en faire détacher bloc après bloc et les placer sur un des chariots automatiques. D'autres pilotaient des excavatrices plus puissantes, mais moins souples. Tout ce petit monde arriverait à produire suffisamment de quoi remplir à ras-bord l'ensemble des cuves dont les supplémentaires en 3 grosses heures. Du bon travail en tout cas, quand Décembre n'était pas loin. Les militaires étaient comme toutes les souris quand le chat s'en allait. Junta l'attendait dans la salle de réunion. L'homme était installé devant un verre de liqueur et admirait la vue de Vegas 4 offerte par la baie vitrée, portant à sa bouche un long porte-cigarette en ivoire qu'il éloignait régulièrement pour exhaler les vapeurs bleutées au goût de camomille. « Bienvenue, Décembre. Alors, cette petite virée, c'était comment ?» « Rien à redire, une bien belle balade. » répondit Décembre, sans vouloir s'appesantir plus que nécessaire sur sa chasse tombée à plat. « Parlons donc de votre stratégie pour évincer J.F. Hill et toute sa clique du Conseil des commandants, voulez-vous ?» Junta sourit. Il savait parfaitement que le général avait poursuivi quelque chose au travers des anneaux, ses radars fonctionnant aussi bien que ceux de son alter ego, et le résultat en avait été pitoyable, d'où le ton sec et l'envie de parler d'autre chose. Allons mon général, ce genre de plans prennent du temps à être conçus. Je vous propose de d'abord en poser les principes de base. Je ne veux pas de mort, voilà mon principe de base. La prison, le bannissement même si vous voulez, mais pas d'exécution. Je ne veux pas que l'on commence à construire une nouvelle dictature. On doit respecter les formes. Junta tira sur sa cigarette un long moment, puis déclara doucement « Cela ne nous simplifie pas la tâche. Nous allons prendre le risque de les voir revenir renverser la situation. »
Jeff Hill a trop de partisans pour l'abattre. Cela risquerait de causer des troubles dans toute la flotte et je ne le permettrai pas. Donc, nous allons devoir les discréditer avant de les écarter. Benkana, Arlington, Jeff Hill. Complexe. Ces gens-là sont des héros de guerre. Tout le monde connaît leur respectabilité et leur honneur. Ceci dit, il ne suffit que d'en écarter 2. Le nombre jouera alors en notre faveur au Conseil des commandants. Oui, nous pouvons même nous payer le luxe de laisser Jeff Hill. Si on lui enlève les 2 autres, il sera comme un bulldog en muselière, à peine capable d'aboyer et impossible de mordre. Décembre prit une bouteille d'eau, s'en servit un verre, puis but une grande rasade. Cette histoire ne lui plaisait guère foncièrement, mais il n'avait pas le choix. Dès la première réunion du conseil, les 3 anciens résistants s'étaient ligués pour tenter d'imposer à chaque fois leur point de vue, parfois méprisant envers les autres grands officiers présents, pourtant de plusieurs années leurs aînés en âge et en expérience de vol. De plus, il était hors de question de les laisser créer une sorte de république nouvelle ère sur Antares 4, leur destination finale. Savez-vous que la semaine prochaine, nous allons lancer la chaîne de télévision Interexode ? Un ingénieux système de transfert d'informations codées en hyperespace les coordonnera. Sans parler des radios et autres titres de journaux propres à chaque transporteur, tout un écosystème médiatique va donc débuter incessamment. Oui, j'ai entendu parler de ça. Une bonne chose pour le moral des troupes. Mais je n'aime guère l'idée des dérapages que cela pourrait donner. Ouais. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà pris les devants. Le général se leva, marcha quelques pas en direction de la baie vitrée. Devant lui s'affichait Vegas 4, la station essence boursouflée. Soudain, un déclic se fit dans sa tête. Il se retourna vers le politicien, patiemment installé dans son fauteuil à siroter sa liqueur. « Vous voulez dire que vous allez... » « Je désespérais que vous me compreniez, général. Oui, qu'en pensez-vous ?»« C'est génial, Runta. Très vicieux, mais voici un bien beau levier. Oui. Reste à trouver les points de pivot et les statues tomberont les unes après les autres. » Décembre se pencha sur la table, reprenant son verre encore à moitié rempli. « Trinquons à votre esprit de Machiavel, Runta !» Les 2 fers s'entrechoquèrent, l'écho retentissant dans toute la pièce avait un caractère lugubre. Un raid d'univers. À suivre. Un raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Echo. 5e partie. Autour de la planète Vegas 4, alors que les 2 transporteurs se réapprovisionnent en ressources diverses, Runta et Décembre fomentent une opération pour déstabiliser plusieurs commandants de la flotte. Leur but est simple, reprendre le contrôle du Conseil des commandants de l'Exode. Le transporteur numéro 7 voguait en pleine transition. On pouvait voir au travers des quelques hublots restés ouverts les grappes de vagues dimensionnelles se succéder à intervalles réguliers.
Au centre de commandement, le second officier était à la barre, l'expérience de la transition lui était routinière et certaines mesures secrètes de prévention des pirates avaient été prises. Le voyage allait durer encore plusieurs heures et la commandant Benkana avait un rendez-vous privé. Rien qu'à cette pensée, l'officier en seconde eut un petit sourire. Tout le monde savait bien qui était son rendez-vous privé. La princesse Azala était assise face à Benkana, dégustant les crevettes de la mer intérieure que le cuisinier avait sorties de la chambre froide spécialement pour l'occasion. C'était évidemment son plat favori, son hôte la connaissant parfaitement. Le message du second lui était arrivé depuis 2 semaines environ, lors du départ du transporteur, et la jeune princesse désespérait de recevoir l'invitation tant attendue. L'attaque pirate du transporteur numéro 2 avait bouleversé l'agenda de la commandant, ainsi que le moral de la flotte en général. Les renseignements qu'Azala avait pu tirer étaient désastreux. Plusieurs centaines de morts, la perte du commandant Bazavetch, de très nombreux matériels ou provisions détruits, sans même parler des chasseurs lourds anéantis. Raison de plus pour rendre cette soirée différente et les sortir toutes deux des impératifs qui étaient les leurs durant les dernières journées. L'ambiance de la pièce, au demeurant austère, avait été habilement réchauffée par un savant jeu de lumière tamisée et de plantes vertes, le tout baignant dans une musique d'ambiance douce de Materwan. Benkana avait pris soin de ne choisir aucun morceau risquant de faire ressurgir de douloureux souvenirs. Les rideaux dorés, accrochés au grand hublot, tamisaient la lumière crue du passage successif des dimensions, tout en conservant certaines teintes. Le résultat était à la limite du festif. Azala portait une robe de mousseline rouge, serrée aux hanches et relevée d'un col fermé au bouton d'or. Une crème spéciale avait blanchi légèrement la peau de son visage, aidant à ressortir le rouge de ses lèvres et le noir de ses yeux. Ses petites pommettes, rehaussées de roses bonbons, étaient assorties aux anneaux soutenant des cheveux noués en chignon traditionnel complexe des princesses de Materwan. Face à elle, Benkana portait une tenue de soirée masculine. Un ensemble complet, pantalon et veston en flanelle noire, qui laissait apparaître une chemise blanche immaculée. Sa longue queue de cheval était exceptionnellement défaite, et elle avait laissé ses cheveux tomber sur ses épaules, retrouvant un peu de leur ondulation naturelle. Sobriété dans la tenue comme dans le maquillage, elle exaltait ainsi sa masculinité si attrayante à Azala. Après s'être régalées, les deux femmes allèrent s'installer dans le canapé en velours pourpre pour siroter un dernier verre de liqueur. Elles bavardaient de leur nouvelle vie, de scènes cocasses, telle la femme de chambre d'Azala, entrant dans les toilettes alors que le jeune garçon domestique enlevait son pantalon. Elles rirent de bon cœur, se rapprochant imperceptiblement l'une de l'autre. Benkana savait parfaitement ce qu'elle faisait. Elle apprivoisait son ancienne maîtresse et la rapprochait d'elle jusqu'à sentir le parfum d'été qui flottait dans l'air à l'époque de leur liaison. Même le canapé en velours devait lui rappeler de bien beaux souvenirs. Leur premier baiser fut chaste, le suivant se prolongea, le reste fut passionné.
laiteuse d'Azala se contractait agréablement sous les doigts et la langue de sa partenaire, faisant durcir sa poitrine et ressortir la pointe des tétons que Benkana prenait plaisir à torturer doucement entre ses dents. Ressentir à nouveau le corps de son dernier amour ouvrit en Azala un torrent de désirs refoulés dont la pointe distillait une douce chaleur dans son bas-ventre, qu'elle prit soin d'assouvir patiemment avec sa Benkana durant toute la nuit. Le lendemain, ou plus proche de ce que lendemain voulait dire en l'absence de soleil, l'air de la pièce était lourd de musc et de transpiration. Le couple se quitta sur un baiser chaste, et elles se donnèrent rendez-vous pour un prochain restaurant sur le transporteur, avec d'anciennes connaissances à elles, Feelgood et Adenor Kirifi. Un raid d'univers. À suivre. Un raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. 6e partie. Alors que la princesse Azala et la commandant Benkana peuvent enfin partager leurs anciens sentiments, le politicien Runta et le général Décembre négocient une manipulation de grande ampleur autour de la planète Vegas 4, astre unique dans l'univers. Dans la petite salle de réunion du Reine Marga, le politicien Junta et le général Décembre mettaient au point les derniers détails du complot. Avez-vous des nouvelles du remplaçant du commandant Bassavek? Aux dernières nouvelles, c'est son second qui devait prendre le commandement, mais il semble qu'il y ait eu des luttes internes. En effet, Bassavek s'entourait de plusieurs seconds. Un pour la passerelle, un pour les machines, un pour l'intendance et un pour la vie civile des exodés présents à bord. C'est intelligent ça, diviser pour mieux régner. Convainc Junta. Oui, sauf que maintenant le transporteur numéro 2 est livré à une sorte de conseil des commandants bis. Et cela ne nous arrange pas. Certains sont des pro-révolution, d'autres minoritaires sont d'un côté, disons, plus compréhensibles à nos vues. Il faudrait que ces derniers l'emportent. Nous aurions l'oreille du nouveau commandant. Oui, mais comment faire? Je pourrais tout simplement venir désigner le nouveau maître du transporteur numéro 2, mais cela serait sujet à des critiques. Grogna le général, toujours ennuyé par ses problèmes secondaires, qui prenaient des dimensions toujours sous-estimées. Il va falloir jouer sur la subtilité. Je pense que nous devrions faire jouer nos contacts sur place. Parfois, les subalternes peuvent être de précieux... Soudain, un buzzer d'intercom retentit dans la pièce, faisant sursauter les deux hommes par le volume excessif du son nasillard. Il faudrait que je fasse changer cela. Oui, demanda Décembre en pressant l'interrupteur. Mon général, vous nous aviez demandé de vous prévenir si on repérait un objet inconnu sortant des anneaux. Il y en a un qui est apparu, mon général, juste où vous nous l'aviez signalé. Merci, soldat. Bien joué. Et Décembre relâcha l'interrupteur. Vous voulez poursuivre quelque chose, général? Demanda perfidement Junta. Oui, c'est une possibilité. N'ayant plus d'attache de ce côté de la galaxie, il m'est tout à loisir de régler quelques comptes personnels sans que personne n'y trouve à redire, n'est-ce pas? Et quel donc cet écho-radar si personnel à vos yeux? Rien que de très banal. Juste un satellite espion qui... L'agaçant buzzer retentit une nouvelle fois, coupant la parole au général et perçant les oreilles des deux protagonistes grimaçants. Décembre écrasa son pouce sur le communicateur, plus pour arrêter le son que pour répondre. Oui, quoi encore? Excusez-moi mon général, mais nous avons perdu pendant quelques secondes le contact avec l'objet inconnu, et on ne le retrouve plus.
Voilà mon général. Nous augmentons l'ampérage du radar à onde courte pour tenter de le retrouver. Décembre soupira, puis se laissant retomber lourdement sur son fauteuil, ajouta. Fouillez toute la zone. Il a dû utiliser une combine qui vous a échappé. Poursuivez la surveillance. Puis il croisa les bras, se tournant la tête vers la grande baie étoilée. L'univers est injuste avec vous, mon général. Junta prit quelques secondes pour inspirer une nouvelle bouffée de son fume-cigarette, puis ajouta. Cependant, je suis surpris que les radars de ce croiseur aient pu perdre un objet que vous décriviez comme banal. Levant la tête, le politicien fit quelques ronds de fumée, patientant une réponse. Décembre comprenait qu'à ce petit jeu, il risquait de mettre du soupçon entre deux, et cela n'était jamais bon. Très bien, Junta. Il se redressa, fit quelques pas et se posa devant la fenêtre, faisant face à Vegas 4. L'objet que nous avons chassé n'était pas ordinaire. De par sa vitesse et de par sa réactivité quand nous sommes apparus à quelques mètres de lui. J'ajoute que mon intuition me dit que nous avons affaire à autre chose qu'un satellite espion pour mercenaires mineurs. Voilà. Junta ne répondit pas, se réservant une lampée de liqueur sombre. Nom de... Se retournant comme un beau diable, il se précipita sur le buzzer à l'instant même où celui-ci sonnait. Mon général ? Je sais. Préparez mon chasseur de toute urgence, ainsi que les deux autres. Cette fois, nous ne pouvons pas le rater. Puis il se jeta sur la porte. Décembre, vous daignez me dire ce qu'il se passe ? Le soldat se retourna juste une seconde avant de s'engouffrer dans le couloir menant au sas où était amarré son appareil. L'objet volant vient de passer devant moi à l'instant, Junta. Et ce n'est définitivement pas un satellite espion, c'est même un appareil comme je n'en ai encore jamais vu. Junta le regarda partir vers sa nouvelle chasse, ne pouvant s'empêcher de noter la joie qui exhalait du général. Un raid d'univers. À suivre. Un raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. 7e partie. Alors qu'une réunion discrète entre deux responsables de l'Exode, le politicien Junta et le général Décembre, ayant pour but la déstabilisation du Conseil des commandants, se tient autour de la mystérieuse planète géante Vegas 4, un curieux écho intrigue par deux fois le général, au point de partir à sa poursuite avec ses chasseurs. Les chasseurs poursuivaient la cible en formation de combat, leur moteur à plein régime, mais malgré cela, elle ne semblait pas se rapprocher. Décembre était sur les nerfs. Son engin était de loin le plus rapide de tous, apte à rattraper du terrain, mais il se devait de maintenir la formation avec ses coéquipiers plus lents, sauf si... Aigle 1 information, log des missiles sur la cible, faites feu à mon ordre. Aigle 2, bien reçu, 3, bien reçu. Normalement, s'il s'agissait d'un appareil de la flotte de Materwan, ou d'un quelconque engin commun, de nombreuses alarmes devaient se mettre à rugir à l'intérieur du cockpit du pilote suite à l'activation des ondes courtes des radars d'attaque.
Il se devait de réagir, sauf que ses options étaient limitées. Les 3 chasseurs le poursuivaient d'eau à Vegas 4 depuis qu'il était passé devant le croiseur Reine Marga, et il n'y avait devant eux que le vide de l'espace à des millions de kilomètres. Rien. Aucune réaction. L'engin poursuivait sa route, sans même esquisser le moindre tressaillement. Soit le pilote avait des nerfs d'acier, soit il n'y avait pas de pilote du tout. Décembre recevait des informations de toutes sortes des multiples senseurs du réseau formés par les chasseurs et le croiseur. L'ensemble de ces informations était regroupé, hiérarchisé et se complétait mutuellement à bord du central de commandement du croiseur pour être redispatché en temps réel vers les combattants en signal crypté. C'est ainsi que dans la visière de son casque, le général pouvait à loisir observer une vision tridimensionnelle sous tous les angles et tous les spectres de rayonnement possibles, ainsi que des informations de force, de poussée et de direction de sa proie. Cet appareil n'était pas répertorié, pire, il relevait d'un design aérodynamique encore jamais atteint par Materwan. Un projet top secret de l'armée de l'air, l'œuvre d'un génie isolé quelque part dans l'espace, tout était possible. L'engin était noir comme l'abîme, ne laissant paraître aucun reflet, aucune surface accrocheuse à la lumière, une sorte de sphère dont 3 ailettes de dauphin auraient poussé de l'intérieur de l'habitacle en plissant et étirant une peau ébène. 3 petits points lumineux jaunes étaient perceptibles à l'avant, un rouge surplombant l'ensemble, tandis que des réacteurs emmenaient une simple lueur irisée bleu électrique, sans trace de combustion quelconque, ni chaleur aucune. Une sorte de réaction électromagnétique froide, comme on arrivait à la produire en laboratoire, à partir de lithium lourd enrichi à haute valeur. Cela le confirmait dans sa théorie d'un prototype militaire de chasseur high-tech. Feu! Grogna-t-il dans son casque. Son copilote arrière, ainsi que les 2 autres pilotes des chasseurs, lâchèrent leurs traits mortels qui filèrent droit sur l'engin inconnu, tels des flèches enflammées antiques, distribuant mort et destruction. Les missiles approchaient très rapidement, et le vaisseau ennemi ne tentait aucune mesure d'évitement ou de rétorsion. Probablement un système automatisé, pensait Décembre, quand les valeurs affichées dans son viseur se mirent soudain à devenir folles. L'indicateur de poussée commença à projeter des chiffres proches de 0, tandis que les infrarouges et ultraviolets pointaient des valeurs infinies. Même la représentation tridimensionnelle vibrait et se floutait, semblant faire accoucher des clones ennemis de l'intérieur du vaisseau. Regardant droit devant lui, utilisant simplement ses yeux et cherchant le moindre indice d'une quelconque transformation, Décembre ne vit rien d'autre que l'auréole bleue de sa proie, sans manifestation d'aucune sorte. Mais le spectacle de sa visière montrait maintenant de multiples chasseurs s'éloignant de celui central, qui lui-même plongeait, émettant des nuées de lueur de toutes les ondes. Les missiles divergèrent, chacun poursuivant sa cible virtuelle et, approchant de ce qu'ils croyaient être leurs victimes, déclenchèrent les mécanismes d'explosion. Le spectacle fit penser au général à un vrai suicide de missiles, ceux-ci ayant complètement dévié de leur trajectoire pour exploser dans le vide stellaire. Aigle 3, Aigle 1, mon général, c'était quoi ça? La voix du pilote laissait clairement passer des intonations de panique, mais Décembre n'était pas un homme à abandonner si facilement. Ici Aigle 1, ne vous laissez pas abuser. Il s'agit d'une nouvelle forme de contre-mesure anti-missile. Nous allons poursuivre la chasse en visuel et avec les tirs à courte portée. Les 2 accompagnants accusaient réception lorsque la lueur bleue du réacteur ennemi, tout du moins devait-on l'appeler ainsi, s'éteignit. Avant même qu'ils n'aient pu réagir, l'engin passait entre eux en exécutant un tonneau arrière de voltige. Ce faisant, une de ses ailettes trancha net l'aile bâbord,
ainsi qu'une partie du fuselage arrière du chasseur numéro 2. Le pilote perdit le contrôle, mais ne put s'éjecter à temps et périt dans l'explosion de son engin. Décembre hurla de rage pendant que les deux autres appareils effectuaient une manœuvre de croisement pour poursuivre la chasse en direction inverse. L'engin repartait en direction des anneaux de Vegas 4. Raid d'univers. À suivre. Raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. 8e partie. Autour de l'étrange planète Vegas 4, le général Décembre, en réunion secrète avec le politicien Junta, rencontre un curieux écho-radar qui correspond à un vaisseau spatial d'une conception encore jamais vue sur Materwan. En tentant de le stopper, il perd un de ses chasseurs. Le général Décembre tenait les deux manches de son appareil serrées à les briser. Il savait pertinemment que cela n'était pas conseillé dans les manuels, mais la poursuite de l'objet volant non identifié, il fallait bien l'appeler ainsi, lui requérait toute son attention, et ne pas s'encombrer des conseils de l'école de pilotage en faisait partie. Ces instruments suivaient pas à pas toutes les activités de sa cible, et il lui suffisait cependant de voir la maniabilité et la distance que le général tenait au prix de cascades inouïes pour comprendre que cet ovni bénéficiait de niveaux de technologie bien au-delà de ce qui était connu sur Materwan. Attention, Aigle 2. 3 fragments rocheux en approche par bâbord. Hurla-t-il à l'attention du chasseur numéro 2. Copilote, passez en mode tir discontinu. Et dorénavant, tirez en permanence dès qu'on l'a en visuel. Peut-être qu'une cartouche le touchera. À vos ordres, général, répondit l'homme au siège à l'arrière. Et immédiatement, les deux mitrailleuses aux cartouches explosives traçantes commencèrent leur feu nouveau. Décembre ne pensait pas vraiment qu'il pourrait blesser gravement l'oiseau se faufilant avec grâce et légèreté entre les astéroïdes, comme s'il était en savon dans un pervers jeu aquatique. Par contre, il escomptait au moins insuffler un peu d'espoir à ses hommes en reprenant la main. L'OVNI slalomait entre les astéroïdes, allant jusqu'à se permettre des tonneaux arrière pour contourner un fragment géant, faisant alors face aux chasseurs juste avant de disparaître de leurs yeux. « L'enfoiré se moque de nous !» hurla le général. Suivant l'objet par les senseurs du réseau, Décembre engagea son appareil dans un tunnel perçant un rocher immense, et en ressortit juste derrière l'objet volant, proche jamais comme il n'avait pu être depuis leur première rencontre. Immédiatement, les mitrailleuses crépitèrent, lâchant sur la proie une multitude de petits explosifs qui atteignent leur cible presque immédiatement. Comme lancé dans un balai rythmé mortel, celui-ci se mit à trembler sous les impacts qui le dévièrent de sa route. Mais un bond, et sous les yeux médusés de Décembre et de son copilote, il s'enveloppa d'une lueur bleutée et sembla s'aspirer sur lui-même sans bruit pour disparaître. « Nom de... mon général !» hurla le copilote de Décembre. Celui-ci n'en revenait pas. Il avait, probablement comme ses hommes, reconnu une compression dimensionnelle, ou tout du moins une version de celle-ci plus localisée, plus précise, plus petite. Jamais dans l'univers connu on n'avait pu mettre au point ce niveau de miniaturisation. Jamais!
chasseurs tournaient en rond autour des astéroïdes centraux de l'anneau, tels des chiens dépités semblant renifler une proie perdue qu'ils n'attraperont pas. On élargit la zone de recherche, 100 km de rayon, lança Décembre sans conviction. Il ne se faisait pas d'illusions. Un saut dimensionnel pouvait avoir emmené l'engin ennemi à des années-lumière hors de sa portée, d'autant plus rageant qu'il avait réussi à le toucher sans aucun doute, mais qu'il ignorait la portée des dommages causés par les mitrailleuses. Réduisant les gaz, le chasseur lourd s'éloignait lentement du centre de l'anneau de Vegas 4, slalomant entre des astéroïdes de plus en plus petits, contournant des morceaux de glace de lithium bien plus modestes qu'un simple coup de gouvernail permettait d'éviter. Le général était maussade avec un mauvais goût dans la bouche de cette sensation d'échec et de perte qui mettra du temps à passer. Il avait déjà éprouvé cela de nombreuses fois et, de par sa fonction, s'attendait à vivre cette désagréable expérience encore souvent. Mais pour autant, il ne se serait pas attendu à perdre un pilote et un chasseur en poursuite de ce qu'il prenait au premier abord comme un simple satellite espion. D'ailleurs, cela apportait un éclairage inquiétant sur la suite de l'Exode. Allait-il rencontrer d'autres engins de ce genre ? Accident isolé ou premier contact avec une autre civilisation ? Les implications futures tournaient et s'entrechoquaient dans la tête du général quand il reçut un appel du second chasseur. Aigle 2, Aigle 1, une sorte de filet de matière inconnue flotte dans les terres ici, comme une fuite d'huile ou quelque chose de semblable. Je poursuis la recherche de son origine. Ici Aigle 1, allez-y tranquillement et soyez prudents. Si c'est l'écho, il peut être d'autant plus dangereux qu'il est touché. On arrive tout de suite. Rempli d'une nouvelle poussée d'adrénaline salvatrice, Décembre relança les gaz au maximum et son chasseur sortit de l'anneau, décrivant une boucle complète pour retourner à l'intérieur et foncer vers la position du second chasseur. Il en était à envier le pilote de l'OVNI d'avoir un tel aérodynamisme pour se mouvoir dans l'espace comme un orthoptère sur Materwan, quand son copilote lui annonça « Aigle 2 n'a plus d'écho général ». Au même moment, au loin, un petit flash lumineux entraînant l'apparition de nuages de lithium fondu signalait le pire. Quelques secondes plus tard, le chasseur lourd arriva sur la zone, évitant quelques blocs de roche, des éléments du fuselage du second chasseur, ainsi que le corps déchiqueté du pilote, flottant sans vie au milieu du brouillard de lithium. Un raid d'univers. À suivre. Un raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. 9e partie. Autour de Vegas 4, la planète Station Essence, un rude combat met à l'épreuve le général Décembre et un mystérieux engin extraterrestre très en avance technologiquement. Cependant, dans un autre lieu de l'univers. Somewhere there's music, how faint's the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true, and you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you... Sur chaque transporteur de l'Exode se trouve une multitude de commerces de différents standings. Comme dans un quartier normal ou dans une petite ville, ils sont parfois dispersés, parfois regroupés le long de grandes allées communes que deviennent de fait des passages commerçants. On y trouve des supermarchés, des magasins spécialisés de vêtements ou de bijoux pour de multiples bourses, des bureaux de tabac avec les nouvelles gazettes du vaisseau et même celles d'autres transporteurs. Les communautés s'étant parfois regroupées sur plusieurs engins, les médias étaient un des liens possibles. Sur le transporteur numéro 7, un restaurant prestigieux occupait le centre de la principale allée commerciale du vaisseau. Toute la façade de ces 3 étages était affublée de 2 hautes colonnes de simili-marbre, sur lesquelles étaient sculptées des danseuses ensorceleuses du Sud, inspirées de l'ancienne mythologie de Materwan. D'où son nom, Elso, le Sud en langue locale. L'intérieur était sur le même thème, un rythme de guitare sèche avec des serveurs,
s'engoncer dans des tenues serrées et moulantes, une grande ceinture foulard rouge pendante sur leur droite, tandis que des plats goûteux et épicés s'accommodaient aux vins fins et fruités des terroirs sudistes. Au dernier étage étaient reçus les invités de haut standing, les VIP comme on disait, et c'était tout naturellement là que l'on avait dressé la table du commandant du transporteur, qui par ailleurs avait gratuitement table ouverte. Benkana se tenait droite dans son fauteuil, une coupe de Porto à la main, amicale, serviable, mais moyennement détendue dans sa tenue protocolaire blanche d'officier de la flotte. Sur le canapé d'à côté, à 2 places, la princesse Azala et Feelgood n'arrêtaient pas de tenir la conversation, échangeant souvenirs passés et remarques actuelles, devisant qui sur la portée de l'espoir de l'Exode, qui sur les problèmes d'approvisionnement. Azala portait sa robe blanche tachetée de printemps. Plutôt étrangement venue en cette période, mais incontestablement, elle apportait une touche de fraîcheur de par ses couleurs bleues et vertes dans ce salon d'apéritif tout en cuir rehaussé de rouge carmin. Benkana soupira, ça faisait déjà 20 minutes que les 2 anciennes connaissances discutaient sans même avoir prêté attention à leur conjoint. Elle jeta un œil discret à la jeune femme accompagnant Phil. La mécanicienne blonde du nom d'Adenor Kirishi, installée dans un fauteuil jumeau de celui de la commandant, ne manquait certainement pas de charme et recélait des attributs physiques propres à intéresser tout mâle digne de ce nom ou femme de goût. Se levant posément, Benkana traversa les quelques mètres les séparant, puis, ayant attiré son regard, l'invita à se rapprocher des magnifiques verrières sculptées donnant sur la cité intérieure. Je me suis dit que vous aimeriez également avoir une conversation avec quelqu'un plutôt que de patienter à boire verre après verre, demanda Benkana. Oh oui, commandant, je vous avoue que je commençais à trouver le temps long. Il semble que Phil et la princesse se connaissent depuis longtemps. En effet, depuis la révolution Castix en fait. Mais peut-être vous en a-t-il parlé lui-même déjà? Non, je creuserai le sujet avec lui un de ces jours. Il a sûrement de nombreuses choses à raconter, comme ce soir. Bah, pardonnez-leur. Les vieux anciens combattants sont ainsi, toujours à rabâcher en boucle les vieux souvenirs de leur gloire passée. Mais dites-moi votre accent, on dirait celui de la région du sud de Matawan Centrum, non? Les fameuses plaines ensablées du Texas. C'est ma région natale, en effet. Même si je tente de perdre mon accent, je pense que je me trahirai encore pas mal de temps. Répondit doucement Adenor, les yeux dans son verre de liqueur. Du coin de l'œil, Benkana poursuivait l'étude attentive de la jeune femme. Certes, elle était agréable à admirer. Son mignon nez retroussé au milieu de fossettes parfaites, son beau visage soutenu par une mâchoire volontaire et encadré d'une chevelure blonde soyeuse, ses petites épaules musclées qu'un col bateau laissait nonchalamment apparaître. Celle-ci releva soudain la tête après quelques secondes de silence, puis regarda Benkana droit dans les yeux. Vous dévisagez souvent vos hôtes ainsi, commandant Benkana. Celle-ci eut une sorte de hoquet, puis se ressaisit. Sourit, plissant les yeux, puis se tourna vers les bâtiments visibles derrière la verrière. Oh, vous savez, quand je suis hors service, il m'arrive de ne pas maîtriser mes faits et gestes. Et vous êtes très séduisante, ce monsieur Phil est un homme chanceux. L'autre gloussa, puis vida son verre. Elle s'excusa et se dirigea tranquillement vers le bar pour une nouvelle commande. La voix déjà lui disait quelque chose, mais Benkana venait de croiser un regard bleu, azur, dur, froid, un regard lourd de sous-entendu. Qui que soit cette femme, son intuition lui hurlait le danger. Un raid d'univers. À suivre. Un raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. 10e partie. Alors que sur le transporteur numéro 7, le contact semble mal passé entre la commandant Benkana et la petite amie de Feelgood, Adenor Kirishi, loin de là, autour de Vegas 4, la planète station essence, une poursuite acharnée se déroule entre le général Décembre et un mystérieux ovni. La piste était chaude. La trace de ce liquide inconnu flottait en suspension le long des astéroïdes, et Décembre ne voulait pas laisser la moindre chance à son propriétaire.
L'OVNI avait subi une avarie suite à son attaque surprise une demi-heure plus tôt, et celui-ci s'était éclipsé en réalisant une incroyable compression transdimensionnelle. Pour un vaisseau spatial de cette taille, c'était inédit, mais il n'avait pas été si loin que cela. Une limitation technologique ou une conséquence de l'avarie ? Aucune idée. Mais un animal blessé n'en est que plus dangereux, et il était revenu une fois que les deux chasseurs patrouillaient séparément, s'attaquant aux plus vulnérables d'entre eux et les le réduisant en lambeaux, sans que le général ne soit en mesure de dire comment. Depuis, il laissait une piste derrière lui. Sa blessure saignait, et il laissait une trace que sa vitesse ne dissimulait pas. Hurla la voix de Junta dans le casque des deux pilotes. Immédiatement, Décembre amorça un virage le plus serré possible, sans même poser de questions. Dans ce genre de moment, l'hésitation n'est pas de mise. L'endroit où il aurait dû être quelques secondes plus tard s'embrasa, et l'astéroïde le long duquel il évoluait se brisa en deux sous l'impact. L'OVNI apparut de derrière un rocher proche et se lança à la poursuite du chasseur lourd, mais celui-ci avait presque fini une grande boucle de retournement, et les deux vaisseaux allaient s'affronter face à face, tels deux duellistes anciens luttant à mort. Vas-y mon gars, cette fois c'est la finale. Copilote, feu à volonté. Les mitrailleuses crépitèrent, lâchant la pluie de cartouches traçantes, tandis qu'une lueur se concentrait sur la pointe avant de l'OVNI, probablement un laser quelconque en pleine charge. Encore 2 ou 3 secondes, les deux vaisseaux allaient se croiser. Décembre tentait de diriger le faisceau de tir vers l'engin qui effectuait pirouette sur pirouette. Bon sang, j'y arriverai pas, il est trop mobile. On sentait la lueur du laser à sa densité critique, et les vaisseaux étaient à une seconde de se croiser. Décembre contre l'OVNI. L'un d'eux allait mordre la poussière, peut-être même les deux. L'imprévu se produisit alors. Une explosion percuta l'appareil ennemi, qui tenta malgré tout de reprendre sa direction originale. Une seconde explosion lui arracha une des ailettes, et celui-ci effectua une série de tonneaux sur lui-même, déviant complètement de sa trajectoire. Le chasseur lourd passa, et le duel semblait désormais interrompu entre les deux rivaux. Le croiseur léger Ren Marga, avec le politicien Junta aux commandes, depuis une position surplombant la scène, donnait du canon sur l'OVNI, et celui-ci avait le plus grand mal à s'échapper pour se mettre à l'abri. Semblant impulser alors toute son énergie dans son ultime sursaut, l'OVNI accéléra vers tribord, tentant une manœuvre de retraite vers l'autre côté de la planète. Essayez de s'enfuir. Junta, ne le lâchez pas. C'est même l'idée, général. Alors pour une fois, faites ce que je vous dis. Et surtout, pitié, n'écoutez pas votre testostérone. Comment comptez-vous l'arrêter, Junta? Ne me dites pas que vous voulez laisser s'enfuir ce salopard. L'idée ne serait pas mauvaise, mais je soupçonne que nous avons affaire à plus qu'un individu isolé. On ne doit pas laisser croire que nous pouvons abandonner si facilement. En fait, j'ai demandé de nouveaux containers supplémentaires. Nous allons devoir raffiner encore quelques heures, j'en ai Mais que dites-vous? Où sont donc? Décembre comprit soudain, et il tourna la tête vers l'extrémité de Vegas 4. Les senseurs de son casque recevaient clairement le contact de l'OVNI. En quelques secondes, il allait disparaître de l'autre côté de l'astre. Là, ça y était. Les capteurs ne le recevaient plus. Une violente et soudaine explosion, de plusieurs milliers de litres de lithium pur, illumina soudain la lisière de la planète, à peine cachée par l'atmosphère de l'astre. La boule de feu grossit encore et encore, entraînant une partie de l'anneau le plus proche, ainsi qu'un volume conséquent de la troposphère de l'astre. Vous avez... Oui, général, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je suis navré de ne pas vous avoir tenu au courant. Décembre restait muet, grommelant dans sa moustache. Un raid d'univers. À suivre. Un raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. 11e partie. Autour de Vegas 4, une bataille entre les forces du général Décembre et un mystérieux OVNI se termine par l'anéantissement de celui-ci grâce à une ruse du politicien Junta, l'explosion de plusieurs milliers de litres de lithium pur dans l'atmosphère de la planète.
Quelques heures plus tard, alors que la grande quantité de lithium perdu avait déjà été raffinée par les équipes de mineurs dans un autre anneau, plusieurs engins, dont le croiseur, patrouillèrent dans la zone de l'explosion. On ne trouva rien, absolument rien. L'engin avait-il été désintégré ou s'était-il téléporté à la dernière minute ? D'après les techniciens, l'absence de débris pouvait peut-être s'expliquer par la gravité de Vegas 4 qui les aurait rapidement attirés vers la planète gazeuse. Pour Junta, Décembre avait confondu les rôles. Les vaisseaux de l'Exode avaient été proie et l'OVNI était le chasseur. Lorsque celui-ci avait fini de jauger ses adversaires, il avait commencé à les détruire les uns après les autres, d'autant que la blessure infligée avait dû le surprendre et l'énerver quelque peu. Mais sa mission n'étant pas terminée pour autant, il avait poursuivi la chasse. Mais pourquoi nous ? Pourquoi ici ? Demanda Décembre, abattu par les théories si logiques et réfléchies du politicien. Assis dans son fauteuil de la pièce de réunion, il regarda Junta se diriger vers la fenêtre, son fume-cigarette à la main. J'ai aussi une théorie là-dessus. Vegas 4 est une planète où les vaisseaux viennent souvent se ravitailler. Elle existe depuis longtemps en général. Qui sait combien de civilisations connaissent cet endroit ? C'est un lieu idéal pour tenter un contact. Puis il revint et se rassit face à son verre de liqueur et à Décembre. Je vous suggère d'effacer nos livres de bord, quitte à en conserver une archive et à en poursuivre secret l'étude de l'aileron arraché de l'engin. Ne parlons de cette affaire à personne. Il serait préjudiciable d'affoler la population ainsi que les autres membres du Conseil des commandants. Décembre tourna la tête vers l'astre protubérant dominant la vue de la fenêtre. Déjà le trou dans son atmosphère commençait à se reboucher et les astéroïdes dispersés ou volatilisés se repositionnaient sous l'effet de la gravitation. D'ici peu, il ne resterait plus de traces de ce qui était arrivé et l'on pourrait placer cette histoire dans les légendes de l'espace concernant la déjà mystérieuse station essence Vegas 4. Décembre finit son verre et donna son accord. Les journaux de bord furent détruits, les quelques restes de l'OVNI placés en zone sûre et les transporteurs s'éclipsèrent dans la compression dimensionnelle, en route vers le prochain rendez-vous avec l'Exode. Vegas 4 retourna à sa solitude, pansant ses plaies, ancien monument veillant l'univers depuis si longtemps qu'elle semblait immuable et éternelle. Pendant ce temps, sur le transporteur numéro 7, le repas au dernier étage du restaurant, El Sur, tirait sur sa faim. Le cuisinier leur ayant préparé pour l'occasion une des spécialités les plus renommées du Sud, des rognons de mouton enrobés de pâte à gâteau salée piquante, servis avec une sauce au vin parfumée d'herbes. Le miracle du goût et du savoureux permit enfin à Benkana de partager un début de conversation avec Feelgood, alors qu'Azala ne pouvait s'empêcher de mastiquer avec délice le mouton en plat. Where you are, somewhere there's heaven. How near, how far, the darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, how still my heart. Until you will, how still my heart. Until you will.
Et sinon, vous vous êtes rencontrés comment? Eh bien, débuta fièrement, un Phil prêt à raconter une grande épopée. En gros, tout a commencé par de très lourds sacs de pierre que j'ai aidé à porter. Oui. Enchaîna Adenor, trop heureuse également d'enfin participer à la conversation. Je collectionne les pierres et minéraux rares et lorsque l'exode est advenu, il me fallait décider de ce que je pourrais emmener. Mon choix s'est donc naturellement porté sur ma passion des pierres. Phil raconta alors avec de grands gestes l'aventure trépidante de leur rencontre. Elle cherchait son chemin, puis trouva ainsi l'amour. Écoutant distraitement, Benkana se concentrait sur Adenor. Toute la soirée, elle l'avait épié du regard, tâchant de se faire voir au minimum. Mais l'autre était pleinement consciente de la surveillance dont elle était l'objet. Une mécanicienne, blonde, accent du Texas. Réfléchissait Benkana. Rien dans ses souvenirs ne l'aidait. Et pourtant, elle éprouvait cette désagréable sensation de rater quelque chose d'évident. Un raid d'univers. À suivre. Un raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 6. Écho. 12e partie. Alors que la bataille des commandants Décembre et Junta contre un mystérieux ovni autour de l'astre Vegas 4 s'est terminée dans une immense explosion et que les deux chefs avaient décidé d'effacer toute trace de leurs actes, sur le transporteur numéro 7, Benkana se formulait de plus en plus de soupçons vis-à-vis d'Adenor Kerishi, la petite amie de Feelgood. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Un coup d'œil discret de la commandant Benkana vers Adenor. Elle pouffait très, même trop naturellement, aux blagues un petit peu grossières de son amant, l'officier Feelgood. Et nous avons du coup vécu notre premier émoi ensemble, alors que vous étiez à quelques mètres, princesse, prisonnière de ce pirate et de sa bande. Oui, et j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois. Sans vous deux, ainsi que l'aide apportée par les dockers de la station Maman Lolo, je ne serais au mieux qu'une monnaie d'échange pour le nouveau gouvernement de Materwan, ou pire. Déclara la princesse, tandis que la main de la commandant glissait sur la table, pour tenir doucement celle de sa compagne. Elle aussi avait souffert lorsqu'elle avait appris toute l'histoire. Merci, princesse. Répondit Adenor, s'accoudant amoureusement contre son fil. N'importe qui se serait précipité. Et puis Phil s'est battu comme un lion, vous savez. Mais chérie, c'est toi qui étais superbe. Tu t'es jeté dans la bataille, comme si tu avais fait cela toute ta vie. Et ces prises spéciales, pour en toucher 2 à chaque coup, c'était brillant. Adenor fit une grimace, le visage alors enfoui contre le torse de son compagnon, puis elle releva la tête tout sourire, minimisant ses complaisances soi-disant surévaluées. D'un œil rieur, elle regarda Benkana. Celle-ci n'était plus joviale du tout. Elle avait même les yeux grands ouverts et posé sa coupe. Elle avait trouvé. La soirée tirant à sa fin, et l'atmosphère semblant s'être rafraîchie de manière incompréhensible, les deux couples se séparèrent. Benkana et Adenor allant même jusqu'à s'embrasser joyeusement, comme si de rien n'était. Ce fut dans la chambre de la princesse qu'elle décrocha le téléphone d'urgence. Contrôle. Contrôle, ici le commandant. Je demande une surveillance rapprochée, code 5. Je répète, une surveillance rapprochée, code 5. Machiniste mécanicienne Adenor Kerishi, 3e niveau, ainsi que du responsable des SAS, le lieutenant Feelgood. Enfin, préparez un câble en priorité pour les commandants Hill et Arlington. Mais qu'est-ce qui se passe? Demanda Azala. Adenor rentra seul dans sa chambre, prétextant 2 ou 3 obligations à régler avant de rejoindre Phil dans leur lit. Celui-ci partit donc préparer le nid d'amour d'un pas léger, sans voir sa femme qui le regardait partir, une expression de lassitude précédant un visage froid et tendu.
Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Cette femme est de Texas, une des régions restées fidèles à la royauté jusqu'à la fin. Je ne te suis pas, chérie. Son regard me disait quelque chose. C'est son attitude durant la bataille avec les pirates qui m'a ouvert les yeux. Je n'en reviens pas. Benkana expliquait vite, l'air désorienté. Jamais Azala ne lui avait connu cette expression. La jeune femme, seule dans sa pièce sombre, souleva son lit et sortit du coffre en dessous le gros sac lourd de pierres qu'elle porta sans réel effort. Dans le zip, elle écarta les babioles colorées, améthyste ou quartz rudimentaire, pour saisir un gros sachet enfoui tout au fond. Ce personnage est connu par les révolutionnaires. Elle avait un visage plus fin et des cheveux noirs. Même son nez a été retouché. Elle tente de dissimuler sa voix, mais ses yeux, son regard, ils la trahiront toujours. Adenor Kerishi termina l'assemblage de son fusil à lunettes de précision, ainsi que de ses 2 revolvers en fibre de verre. Elle emplit ses poches de chargeur, enfila une épaisse blouse de travail et quitta définitivement sa chambre, se dirigeant d'un pas tranquille vers la cité intérieure du transporteur. Elle est connue sous le pseudo d'Agent 12, la meilleure tueuse de l'Ancien Régime. Elle a exécuté de nombreux chefs de la Révolution, dont mon père. Conclut Benkana, un indéchiffrable rictus sur le visage. Fin du chapitre 6. Un raid d'univers. À suivre.